RFI et France 24 présentent Mardi politique. Deuxième partie de Mardi politique avec Roselyne Fèvre et notre invité Bruno Le Roux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur le hashtag MardiPol. Nous parlions, Bruno Le Roux, juste avant de nous quitter, de l'intégration des musulmans de France. Et sur ces sujets, et pas seulement d'ailleurs à propos des musulmans, il y a un candidat de droite à la primaire qui a un avis très tranché. C'est Nicolas Sarkozy. Voilà ce qu'il disait hier soir en meeting à Franconville, dans le Val d'Oise. À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois, et c'est Vercingétorix. Mon père est hongrois, on ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. Mon grand-père maternel est grec, on ne m'a pas appris l'histoire de la Grèce. Au moment où je suis français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français, et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça l'assimilation. Finalement, Bruno Le Roux, ce débat entre intégration ou assimilation, il est un peu éternel. Il est un peu éternel, il est surtout là ramené à des dimensions qui sont des dimensions totalement étrangères à un débat qui puisse être de qualité sur cette question. On n'est pas aujourd'hui, on garde des racines, on peut être français, et toute la force de la France, c'est justement aujourd'hui de se sentir français en étant d'ailleurs. En venant d'ailleurs, moi je pourrais dire en rigolant, moi qui suis d'une vieille famille bretonne, que j'ai le souvenir de mon grand-père et ma grand-mère me racontant les histoires de Sarkozy, qui voulait monter sur le bouclier pour être le chef dans le petit village breton et qui n'y arrivait pas. Bon, mais c'est pas la réalité, il l'a lui-même rappelé. Pourquoi est-ce que l'on devrait oublier... Est-ce que vous ne rentrez pas dans son jeu? Est-ce qu'au fond, il n'y a pas de sa part là une volonté, pour employer un terme à la mode, de faire le buzz par un propos un peu... caricatural, mais on voit bien... Ça va plus loin que ça, parce qu'il s'adresse à un électorat. Non, et ce n'est pas simplement une volonté de faire le buzz. La tradition dans notre pays, ce n'est pas l'assimilation, c'est l'intégration en France. On peut dire qu'elle a un certain nombre de difficultés, oui, mais ça n'a jamais été l'assimilation. On n'a jamais demandé à ceux qui sont venus dans notre pays d'oublier ce qu'ils étaient et d'où ils venaient. On leur a demandé d'aimer la République. Et souvent, ils l'aiment, la République. Moi, je n'ai pas de doute sur le fait que quand on est en France aujourd'hui, venant d'ailleurs, compte tenu de ce qu'est notre pays, on aime la République. Mais on ne demande pas d'oublier. Et donc, le fait de se dire que quand on arrive en France, on sait d'où l'on vient, mais qu'on laisse ça de côté parce que ses ancêtres, c'est les Gaulois, ça m'apparaît une énormité par rapport à ce qu'est notre pays, à la façon dont il a été bâti, que je n'ose même pas croire qu'il puisse aujourd'hui, en respect de ce qu'était ses ancêtres, Nicolas Sarkozy, pensaient cela véritablement. Mais vous dites le terme assimilation, mais c'est un mot qu'on trouve dans le Code civil aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, on fait cette distinction dans le fond? Alors à ce moment-là, on le vire du Code civil, le terme assimilation. Très certainement, il y a des termes, le terme race, on a le débat depuis des années sur la façon dont il apparaît dans nos textes. Ce que je dis là encore, c'est que la tradition républicaine, ce n'est pas d'oublier d'où l'on est, c'est d'aimer l'endroit où l'on vit et dont on partage les valeurs. Et qu'une grande partie de nos compatriotes qui sont venus d'ailleurs, parce que nous sommes... Je revoyais tout à l'heure, puisque les réseaux sociaux font circuler, aussi, je revoyais une intervention de François Mitterrand. Dans quelle mesure on adopte ou pas les mœurs du pays dans lequel on vit? Les valeurs. Moi, je parle de valeurs. Oui. De valeurs du pays dans lequel on vit. Je vous pose la question sur le mode de vie, puisque c'est aussi ça qu'évoque Nicolas Sarkozy. Non, mais justement, si c'est la question qui est évoquée, la question du mode de vie, elle est évoquée sournoisement en disant cela. Si l'on dit qu'en étant gaulois, il faut ne pas connaître d'ailleurs les mœurs qui étaient celles des Gaulois à l'époque, pour aller sur ce terrain-là. Il ferait bien de regarder et d'aller voir l'organisation qui était celle des villages gaulois et la façon dont cela pouvait fonctionner. Donc voilà, tout est incompréhensible si ce n'est le fait de flatter une nouvelle fois, d'être dans une surenchère pour parler à l'extrême droite dans un premier tour de primaire, pour parler aux instincts, voilà. Et je pense on l'a bien compris, ça, c'est vrai c'est bien. Voilà, on l'a bien compris. Donc on va peut-être pas passer la soirée sur Vercingétorix, mais il fallait qu'on vous pose effectivement
la question, et on conclura par le fait qu'il organise une fois de plus la polémique autour de lui pour effectivement rallier une partie de son électorat. Cela étant dit, on va passer toujours sur le thème de l'identité, mais à l'étranger. Vous avez vu qu'Angela Merkel enchaîne les défaites électorales. Le sujet de l'identité c'est pas seulement en France qu'il a lieu, c'est aussi chez elle. Elle qui a accueilli beaucoup d'émigrés. On va l'écouter et on en reparle. Dieu sait à quel point nous n'avons pas pris que de bonnes décisions ces dernières années. Si je pouvais, je remonterais le temps de plusieurs années en arrière afin de pouvoir, avec le gouvernement, mieux nous préparer à la situation qui nous a pris de court à l'été 2015. Personne ne veut qu'une telle situation se reproduise, moi non plus. Vous entendez quoi dans ce qu'elle dit? Qu'elle regrette cet accueil massif de réfugiés, puisqu'elle est pointée du doigt pour, dans le fond, avoir ouvert un peu la porte? J'entends qu'elle aurait préféré s'y préparer, qu'elle aurait préféré l'éviter, qu'elle aurait préféré que nous puissions régler le problème bien en amont, avant, et pour faire en sorte de mieux contrôler. Mais j'entends aussi et je constate qu'elle On entend des regrets, on entend. Mais on entend des regrets très certainement parce qu'une partie des Allemands ne comprennent pas aujourd'hui que la porte ait été grande ouverte. Et pour autant, moi je continue à penser que peut-être pas de la façon dont elle l'a fait, même si je me garde bien de critiquer un geste d'humanité qui était avant tout cela. Nous, en France, nous avons choisi d'avoir un nombre qui était plus limité, parce que nous n'avons pas la même situation économique et sociale, beaucoup plus limitée. Nous n'avons pas la même situation économique. Il y avait un pari chez Mme Merkel qui était aussi le pari de l'intégration rapide par l'emploi et par la capacité à pouvoir intégrer ceux qui arrivaient par une amélioration de leur situation économique, ce que nous ne pouvions pas garantir dans notre pays. Pour autant, nous prenons notre part. Et je le redis une nouvelle fois à tous nos concitoyens, l'Europe a les moyens, elle n'a pas simplement le devoir, elle a les moyens d'accueillir ceux qui sont aujourd'hui et ceux qui étaient persécutés. Frédéric, on reste à l'étranger avec à New York, donc bien sûr l'Assemblée générale de l'ONU, mais hier soir, cette surprise, enfin qui n'en était pas une, pour François Hollande. La remise du prix d'homme d'État mondial de l'année à François Hollande par une fondation qui salue son action en faveur de la paix et son action en France dans un moment d'attaque terroriste. J'ai presque envie de vous demander, pour sourire, si au fond François Hollande ne devrait pas être candidat aux États-Unis plutôt qu'en France. Son travail semble plus apprécié là-bas qu'ici, non? Non, François Hollande aime la France, est français et il se reconnaît pas forcément, il ne se revendique pas gaulois, il se revendique pleinement français, mais en même temps... Mais ça vous paraît sérieux ce prix Ce n'est pas la première fois. Non, mais David Cameron, mais ce n'est pas la première fois que durant ce quinquennat, depuis ce quinquennat, et pas simplement pour les questions de politique étrangère, le président de la République est cité, reconnu par la presse internationale. Est-ce que j'y vois quelque chose de particulier? Oui. C'est qu'en France, nous avons bien souvent, et je vois le débat politique tel qu'il s'organise depuis quelques semaines, j'ai l'impression qu'il est fait par une série de croque-morts. C'est toujours à celui qui va dénigrer le plus notre pays, dénigrer le plus le président de la République. Jamais rien qui va, jamais rien. Et on arrive à mettre un climat qui est un climat de désespérance dans un pays qui a des atouts formidables, qui se redresse, qui a un peuple qui est debout aujourd'hui, confronté à des difficultés, mais debout. Et donc, je crois que dans cette reconnaissance du président de la République, il y avait aussi la reconnaissance d'une part d'optimisme qu'il a en lui sur le fait que c'est dur. Et nul ne sait mieux que lui que la situation est dure aujourd'hui. Mais il incarnera toujours l'espoir. Et vous verrez que dans la campagne qui va s'engager, parce que je souhaite qu'il soit candidat, il est le président, la parole d'optimisme sur ce que nous devons faire ensemble, sur le chemin qui est le nôtre, elle émanera du président de la République. Alors tout le monde s'est déclaré candidat aux primaires ou candidat à la présidence de la République, à gauche et à droite, tout sauf François Hollande. Et on voit qu'aujourd'hui, le président de la République est dans le fond cantonné à son rôle de
pas être président de la République, c'est qu'il fait des discours, il fait beaucoup de discours, des beaux discours, c'est vrai, sur le terrorisme et l'état de droit la semaine dernière, sur l'hommage. Mais est-ce qu'il n'est pas enfermé justement là-dedans et il est prisonnier à l'Élysée parce que dans le fond, il ne peut pas se déclarer encore candidat. Est-ce que c'est pas un problème pour lui aujourd'hui? Il est le seul qui aujourd'hui a d'autres choses intéressantes à dire que les actes de candidature. Oui, il ne pense qu'à ça. Mais peut-être, j'espère bien qu'il ne pense qu'à ça. Non, mais il ne pense qu'à se présenter. Mais j'espère bien qu'il pense à se présenter. Et je sais que. Qu'est-ce qu'il attend? Je sais que ce qu'il a à faire tous les jours fait que cette question arrivera le moment venu. Il est président de la République. Il a des décisions à prendre tous les jours sur l'engagement de nos forces, sur les politiques à mettre en œuvre, sur le fait de trancher dans le budget qui va être présenté aux Français et au Parlement dans les jours qui viennent. Donc tous les jours, il a des décisions à prendre. À côté de cela, il faut qu'il fasse des discours pour éclairer l'avenir, dire où il veut amener le pays. Ce qu'il a fait pendant 5 ans l'amène à quoi ensuite? Et ça, il doit le faire partager aux Français. Mais lui n'a pas besoin, tous les jours pour prendre la parole, d'annoncer une énième fois une candidature. Alors, François Hollande sera candidat, c'est ce que disait il y a quelques jours Didier Guillaume, qui est le président, votre homologue au Sénat, le président du groupe socialiste au Sénat. Et lorsqu'il annoncera, a-t-il dit, officiellement aux Français qu'il est candidat en décembre ou janvier, alors il suffira d'appuyer sur un bouton. Vous êtes dans le dispositif. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute sur le fait que François Hollande sera candidat? Avoir une candidature, on ne peut pas savoir. Mais moi, en tout cas, je le souhaite tellement fort que c'est vrai, avec un certain nombre d'amis, dont Didier Guillaume, nous nous organisons pour faire en sorte que le jour où le président de la République annoncera sa candidature, nous soyons prêts à relayer ses idées, à relayer son programme et à donner de la force et de l'énergie au projet qu'il annoncera aux Français. Oui, nous préparons. Vous préparez un appel à partir du 26 Non, c'est une information. C'est une information erronée. En tout cas, le média qui l'a sorti n'a pas vérifié l'information. Il n'y a pas besoin d'un appel. Aujourd'hui, c'est le soutien à l'action. Vous n'avez pas peur de ceux qui partent vers Macron? Non, aujourd'hui, c'est le soutien. Je ne vais pas vous dire que nous n'organisons pas ceux qui vont soutenir le président de la République. Mais il n'y a pas besoin d'un texte ou d'un appel. L'action du président de la République... C'est un appel naturel. Oui, l'action. Vous pensez qu'il va y avoir une espèce d'attraction naturelle? En tout cas, chez les parlementaires, chez les responsables socialistes, dans nos différents départements, oui, aujourd'hui, le soutien au président de la République est le moteur. Il n'y a pas besoin, pour l'instant, de faire un appel particulier. Macron, aujourd'hui, vous reconnaissez qu'il attire la lumière. Je veux dire, depuis des années, on dit que la classe politique ne se renouvelle pas, qu'on a toujours les vieux barbons de la politique, qu'on a depuis 30-40 ans. Et quand quelqu'un de nouveau arrive, on ricane et on se dit, dans le fond, qu'est-ce qu'il vient faire ici? On ne ricane pas, mais en même temps, on parle de la présidence de la République. On parle d'une charge... Mais je vous signale que quelques années, certains qui sont devenus des ministres régaliens de François Hollande ricanaient. Vous savez, oui... À l'idée que François Hollande puisse être président de la République. Et François Hollande a affronté les débats avec eux, a gagné sur la base d'une désignation très large. Donc voilà. Sans avoir été jamais ministre. Sans avoir été jamais ministre, mais en même temps, s'il avait été ministre, je pense qu'il aurait eu la constance de l'engagement. C'est assez bizarre, moi je trouve, ceux qui veulent être président de la République pendant 5 ans et qui démissionnent du gouvernement au bout de quelques mois ou de quelques années. Il y en a. C'est pour les Hamon et autres, Duflot. Duflot, Macron, enfin voilà. Elle pense qu'elle va être la présidente, la première présidente de la République écologiste. Elle est prête. Elle dit qu'elle est prête. Mais si elle le pense, je pense qu'il n'y a qu'elle qui le pense. Indépendamment des qualités qu'elle peut avoir, qu'elle a pu montrer à différents moments, mais elle ne sera pas la prochaine présidente de la République. Emmanuel Macron ne sera pas le prochain président de la République. Mais tout simplement parce qu'à gauche, le seul qui sera capable, le moment venu, d'éviter l'émiettement qui condamnera la gauche à disparaître, dans si peu de popularité? Mais bien entendu, c'est le président de la République, sur la base de ce qu'il aura fait, sur la base de ce qu'il incarne pour le pays, sur la base de la fonction qu'il a occupée, sur la base des résultats qu'il a obtenus. On n'en a pas parlé quand même, mais il n'y aura à la fin du quinquennat aucun indicateur sur les questions économiques, les grands équilibres sur les questions sociales, qui soit moins bon que la situation que nous avons trouvée en 2012. Même sur le chômage. Même sur le chômage. Bien entendu, sur le chômage. Mais bien entendu, et quand vous prenez les deux chiffres, pas simplement l'évolution de la courbe, parce que je ne veux pas être sur un critère simplement d'évolution. Et quand vous regarderez, c'est François Hollande qui l'a fixé. Bien sûr, mais mais bien entendu que c'est la baisse. Et c'est la baisse déjà aujourd'hui, et sur l'année 2016, ça va baisser. Mais je ne me contente pas de cela. Bien entendu que nous allons avoir un pays en 2017 où le chômage baisse
par rapport à un pays en 2012 où il montait. Mais même le niveau de chômage. C'est pas ce que dit l'assurance chômage. Hein. L'assurance chômage dit que ça va remonter en 2017. Oui, mais ça, les chiffres aujourd'hui, nous avons encore fait un point sur le budget, les prévisions de croissance qui permettent de créer les emplois. Donc je ne partage pas ce pessimisme. Alors sur peut-être les impôts, est-ce que vous êtes crédible d'annoncer des baisses d'impôts alors que le choc fiscal est finalement l'erreur initiale, hein, la faute primale, on va dire, du quinquennat. Et par ailleurs, les impôts locaux augmentent. On voit que les communes sont mises à contribution et que les péages augmentent. Donc est-ce que les Français, là, n'ont pas deux messages contradictoires ? Ne mélangeons pas tout, mais... on mélange dans le porte-monnaie du pouvoir d'achat. Vous dites le problème initial. Le problème initial, ce n'est pas les hausses d'impôts, c'est les déficits. C'est l'état dans lequel était le pays. Le choc fiscal a été une erreur, vous le savez. Bien entendu. Mais est-ce qu'il était évitable compte tenu de ce qu'était l'état du pays? C'est bien cela le problème initial. Il n'y a pas eu de choc fiscal pour aller... On dit que si vous aviez maintenu la TVA sociale de Nicolas Sarkozy, vous n'auriez pas été obligé d'augmenter à ce point les impôts. Mais elle était injuste, c'est les Français qui auraient payé cette TVA sociale. Et trop d'impôts, c'est pas injuste. Ce n'est pas quelque chose... Donc, de ce point de vue-là, la hausse d'impôts que nous avons été obligés de faire au début du quinquennat était rendue obligatoire par l'état des finances publiques. Et la quasi-cessation de paiement qui était celle du pays, ces déficits qui étaient galopants. Aujourd'hui, c'est la 3e année. Ça va être la 3e année, la décision qui a été prise pour la 3e année de baisser les impôts des Français. C'est vrai qu'on peut penser que c'est minime, 6 milliards sur 3 ans. Mais c'est 6 milliards qui sont rendus aux Français et nous avions dit que dès que cela serait possible, il y aurait une forme de redistribution de l'effort qui avait été demandé. Quand on tient sa parole, sans augmenter les déficits, en continuant à les baisser, je pense que c'est plutôt valorisable. Alors, si le bilan de François Hollande est aussi remarquable, qu'il a réussi partout, pourquoi est-il aussi impopulaire? Est-ce que les Français seraient des veaux, pour reprendre une expression célèbre du général de Gaulle? Je pense que sur la question du chômage, les choses n'ont pas été assez vite pour eux. Et c'est essentiel. Et c'est essentiel, mais bien entendu. La capacité, peut-être que de ce point de vue-là, les déclarations dès le début du quinquennat sur le retournement de la courbe qui s'est fait attendre étaient pour le moins imprudentes et nous ont posé des difficultés. Ensuite, c'est vrai que quand je discute sur ma circonscription, je vois bien que ce que vous appelez le choc fiscal a été un véritable choc pour les Français. Et que quand on explique l'État, mais ils ne s'en souviennent plus. Pour eux, les responsables, c'est ceux qui ont été élus. Et comme si la situation repartait de zéro. Or, elle ne repart pas de zéro. Donc, nous payons, bien entendu, cet élément-là. Et c'est pour ça que je pense que l'espoir que j'ai d'un débat qui soit un vrai débat démocratique dans le cadre de cette élection, c'est qu'enfin, on discute de la réalité de ce qu'est notre pays. Il n'a pas à être dénigré. Il va mieux aujourd'hui. Qu'est-ce que François Hollande a envie de proposer aux Français s'il veut un nouveau mandat? Je pense que ça sera la continuation d'un projet avec comme place centrale. Malheureusement, je mets cette question de côté, non pas pour ne pas l'aborder, mais la question de la lutte contre le terrorisme et les moyens qui seront donnés à notre démocratie seront très certainement importants. Mais j'imagine que la question de l'éducation, que la question des progrès aujourd'hui technologiques et que la question de la santé, de l'accessibilité, à partir du moment où l'on a réglé la question de l'emploi, c'est-à-dire où le chômage a une perspective claire de décrue, ce qui compte ensuite, c'est les moyens que l'on donne à la jeunesse et c'est la capacité pour les Français à accéder à toutes les technologies qui leur permettent d'améliorer leur vie quotidienne. Je ne veux pas aller plus loin, mais je pense qu'il y a là deux axes qui, en matière de justice et en matière d'avenir, dessinent des axes forts pour le pays. Mais il dit souvent que c'est très dur, que voilà, il a été souvent seul face à des décisions, face à des morts, face à des drames. Est-ce qu'il a envie de repiquer pour 5 ans? C'est une question qui ne peut que lui être posée. Moi, j'ai envie, compte tenu de ce que j'ai vu pendant 5 ans. J'ai côtoyé le président de la République de façon très fréquente. Je l'ai vu avant des décisions difficiles, après des décisions difficiles. Je l'ai vu s'adresser aux Français. C'est ce qui me donne envie aujourd'hui qu'il soit à nouveau candidat. La façon dont il a pris les décisions, la force qu'il a dégagée, reconnue par tous ceux qui ont eu à Parce que pas beaucoup d'affect, dit-on? C'est pas une question d'affect, je pense. C'est une question d'intérêt général et de capacité à s'oublier pour l'intérêt public, ce qui n'a pas été la principale qualité de celui qui l'a précédé.
Merci beaucoup Bruno Le Roux d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Frédéric. On se retrouve très vite sur France 24. Merci à Pauline Hellman d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique.